Nathalie Kosciusko-Morizet, bonjour. Bonjour. Je dis candidate à la présidence de l'UMP, mais ça n'est pas encore officialisé. Il vous reste encore quelques jours pour réunir les parrainages nécessaires. Vous êtes confiante ? Écoutez, c'est très très serré. Je suis autour de 6 000, 6 500, il en faut 8 000. Donc je compte beaucoup, ça rentre à un très bon rythme en ce moment, de l'ordre de 500 par jour. Mais je compte beaucoup sur l'ouverture de nos permanences ce week-end. Toutes nos permanences départementales à l'UMP sont ouvertes pour que les militants puissent venir parrainer. Et c'est l'occasion de lancer pour moi un appel. Je pense que c'est pas seulement... C'est pas la question seulement de savoir si moi je vais pouvoir être candidate ou pas. C'est la question de savoir s'il va y avoir une troisième voie. Voilà. Je crois qu'il faut qu'il y ait une troisième voie dans cette élection. Je pense que le duel entre François Fillon et Jean-François Copé, on est beaucoup de militants à se dire ça, il emporte des risques d'agressivité, de tension qui inquiètent les membres de notre mouvement et qui ne seront pas bons pour l'image de notre famille politique. Avoir une troisième offre, pouvoir débattre des propositions que j'ai mises sur la table tout l'été avec les militants, notamment la décentralisation de mon parti. L'UMP aujourd'hui est un parti très centralisé. Moi, je porte des propositions très concrètes de décentralisation de l'UMP. Je crois que ce serait bon pour l'ensemble de la famille politique et pour d'ailleurs le futur président, quel qu'il soit, parce que ça ferait une élection plus ouverte, peut-être une élection aussi avec une meilleure participation. Vous savez, le duel, il inquiète. Le risque, c'est qu'on ait trop peu de militants qui se déplacent. Bon, c'est la raison pour laquelle j'avais demandé de quelques jours, parce que c'est à quelques jours près, le report de la date pour les signatures. Bon, je ne l'ai pas obtenu, donc je me bats dans cette dernière ligne droite, comme je me suis battue tout l'été en caravane sur les routes de France à la rencontre des militants pour pouvoir porter cette candidature. Alors justement, vous aviez demandé le report. Un autre avait demandé également le report de cette élection, enfin de la déposition. Pas de l'élection, moi j'avais demandé de la quelques jours, du dépôt des quelques jours candidatures pour déposer les bien sûr, signatures. oui. C'est Henri Guénaud. Et Henri Guénaud, lui, a dit que le processus était raté, le processus de cette élection. Est-ce que vous diriez la même chose ? Si vous voulez, c'est pas le moindre des paradoxes que de voir la plupart des dirigeants de l'UMP dire que le processus est inadapté. Tout le monde dit que le processus est inadapté et en même temps, beaucoup disent on le changera pour la prochaine fois, mais là, c'est trop tard. Mais en quoi il est inadapté ? Expliquez-nous. C'est très simple. Pour se présenter, il faut être parrainé par 3% des adhérents. Ça fait 8 000 personnes. En soi, c'est pas le nombre qui est compliqué. C'est le processus lui-même. Il faut faire un petit dossier dans lequel on met un formulaire de parrainage, on met son numéro d'adhérent, on met la photocopie de sa carte d'identité. Bref, au mois d'août, parce que c'est au mois d'août que ça s'est passé pour l'essentiel, ce recueil des parrainages, il faut toucher les militants, alors que vous n'avez pas le fichier. Vous n'avez pas le fichier, donc il faut réussir à les atteindre. Et puis il faut qu'ils aient leur carte d'adhérent avec eux. Il faut qu'ils puissent télécharger un formulaire et donc avoir une imprimante chez eux. Il faut qu'ils aient une photocopieuse chez eux pour pouvoir photocopier leur carte d'identité. Bref, c'est organisé pour que ce soit compliqué. C'est un peu vieillot comme procédure. Si voilà. on ne peut pas le faire en un clic sur Internet. C'est aussi pour empêcher un nombre trop grand de candidatures. Moi, mais je pense que ça a été... Encore une fois, qu'on demande beaucoup de parrainage, moi, c'est pas ça qui me choque. Ce qui me choque, c'est que là, le droit du militant à parrainer, en quelque sorte, n'est pas vraiment respecté. Je vous parle même pas du droit du candidat à être parrainé, mais le droit du militant à parrainer n'est pas vraiment respecté. Il y a beaucoup de militants, par exemple, qui n'ont pas été informés de la procédure, qui n'ont pas reçu de courrier, parce que les courriers ont été envoyés seulement à ceux qui n'avaient pas donné d'adresse Internet. Mais vous savez, on a beaucoup de militants qui donnent des adresses Internet qu'ils ouvrent pas, qui ont d'anciennes adresses Internet. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont même pas informés de la procédure. Et donc on va se retrouver avec une élection interne, processus de sélection duquel, ou lancement duquel, ils auront peu participé. Je pense que c'est dommage pour l'ensemble de ma famille politique. Voilà, maintenant si c'est comme ça, c'est comme ça. Moi de toute façon, je vais vous dire, je me bats jusqu'au bout, je pense que je peux encore y arriver, mais en tout état de cause, je ne regretterai pas ce que j'ai fait, parce que j'ai passé un été formidable sur les routes de France, avec une équipe de militants. Mobile. Oui. Donc on a pris une camionnette, on a loué une camionnette tout simplement. En fait, l'idée c'était les militants ils sont comme tous les Français sur les lieux de vacances. On n'a pas le fichier, et on va à la rencontre des militants là où ils sont. Et j'ai fait le tour des plages de l'Atlantique, des plages du Sud, de quelques marchés aussi à l'intérieur du côté de Périgueux, tout ça. Et c'était des moments formidables. Pourquoi ? Parce que l'été, on a le temps. Il ne faut pas croire que la politique n'intéresse pas les Français l'été. Elle les intéresse l'été comme le reste de l'année. Mais l'été, on a le temps, on se parle. Vous battez, vous faites une campagne très active depuis cet été. Vous êtes sur la dernière ligne droite. On vient d'apprendre d'ailleurs que Xavier Bertrand annonce qu'il n'est pas candidat à la présidence de l'UMP. Si néanmoins vous n'arrivez pas
à obtenir les parrainages. Qui soutiendrez-vous entre Jean-François Copé et François Fillon? Moi, à ce stade, mon combat, il est vraiment pour faire cette troisième voie. Je voudrais clarifier ça. Je pense qu'il y a eu des stratégies différentes. Chacun est bien libre de la sienne. Mais moi, la mienne, depuis le début, elle est très claire. Elle est très transparente. Je cherche les parrainages pour pouvoir me présenter. Je ne suis pas dans une démarche de négociation, de marchandage. Je ne suis pas en train de dire retenez-moi ou je fais un malheur, je me présente si j'ai passé... Non, je cherche les parrainages pour pouvoir me présenter. Et j'ai posé sur la table un certain nombre de propositions. J'ai un positionnement de ligne très ferme vis-à-vis du FN. C'est ça que je propose pour mon parti. Je demande la décentralisation du mouvement pour avoir les meilleures chances pour les élections municipales. Voilà, c'est ça que je porte. Donc je ne suis pas en train d'essayer de marchander pour autre chose et avec aucun des candidats. Et il est probable, si je ne réussissais pas à y aller, ce qui n'est pas mon option préférée, que tout simplement j'essaierai de continuer à pousser dans cette campagne mes propositions sans prendre d'autres engagements. Vous savez, mon pari, il est déjà en partie réussi. J'ai lancé au début du mois de juillet l'idée qu'il fallait décentraliser le parti. L'UMP a été créé en 2002 pour l'élection présidentielle de Jacques Chirac, au moment où on passait au quinquennat. Donc c'est un parti hyper centralisé. C'était le moment où l'élection présidentielle devenait le pivot de la vie politique française. Et l'UMP est à l'image de ça. Après 2007-2012, ça a toujours été très centralisé. Mais entre-temps, on a perdu toutes les élections locales. Et vous savez, en 2012, ça nous a beaucoup gênés d'avoir aucune collectivité. Ce que je veux dire, c'est que je ne fais pas du basisme. Je ne vous dis pas qu'il n'y a que l'élection municipale dans la vie. Mais même pour ceux qui sont obsédés par l'élection présidentielle et par 2017, toute reconquête passe par l'élection municipale. Et ça veut dire décentraliser le parti pour remettre des moyens humains, financiers, politiques aussi. Il y a la question, par exemple, de la décentralisation des investitures derrière nos candidats aux élections municipales de 2014, qui sont l'avant-garde du parti dans la reconquête. Et bien cette proposition, quand j'ai lancé en juillet, les autres étaient plutôt en train de faire des propositions sur des enjeux nationaux. Moi, je disais, une élection interne, il faut quand même qu'on parte du parti. Fin août, elle a commencé à être reprise par les autres candidats. François Fillon a envoyé une lettre à tous les militants leur disant qu'il était pour la décentralisation du parti. Jean-François Copé l'a repris dans son discours du Touquet la semaine dernière. Bref, cette proposition, voilà, elle est déjà reprise. Et je ne le prends pas en mauvaise part. Hein. Pour moi, c'est une chance. En tous les cas, ça bien, les idées, elles sont faites pour être reprises. Votre point de vue, mais alors, ce qu'on remarque aussi, c'est que, comme vous le disiez justement, vous avez perdu toutes les élections locales, ce qui a été très préjudiciable au président Sarkozy. Alors justement, le président Sarkozy, vous avez été sa porte-parole pendant la campagne. Est-ce qu'il vous a encouragé à vous présenter à la présidence de l'UMP? Alors vous savez, j'ai fait bien attention, et même quand j'étais son porte-parole, à ne pas me faire l'écho des discussions que j'avais avec lui, qui n'avaient pas vocation à être publiques, et à ne pas le faire parler au-delà de ce qu'il voulait dire. Et quel que soit ce qu'il a pu me dire sur ce projet que naturellement j'ai partagé avec lui, je lui ai dit mon intention, je suis sûre d'une chose, c'est qu'il ne veut pas s'investir dans cette campagne pour la présidence de l'UMP. Bien sûr, il a des sympathies il a pour reçu Monsieur Fillon à déjeuner, il a également reçu Monsieur Copé, tout ça. Oui, moi aussi. Et vous aussi, vous a reçu. Voilà, et encore récemment. Vous le voyez souvent? Et pour autant, oui, je l'ai revu très récemment. Il est très en forme. Et qu'est-ce qu'il fait? Écoutez, il est très en forme, il développe des projets personnel. Il reste naturellement très attentif à ce qui se passe en France, très inquiet de la situation économique et aussi de la situation internationale. Je crois pouvoir dire qu'il est très peiné aussi de la perte d'influence manifeste en ce moment de la France sur la scène internationale, du fait du retrait en quelque sorte du président Hollande sur un certain nombre de sujets. Donc ça, c'est pas un mystère pour personne, mais pour le reste, il garde sa réserve en ce moment, et notamment pour la présidence de l'UMP, il ne s'investira pas dans cette campagne, il ne manifestera pas de préférence dans cette campagne, et je me garderai bien de lui en faire manifester au-delà de ce qu'il souhaiterait. Vous avez dit néanmoins, Nathalie Kosciusko-Morizet, si Sarkozy voulait revenir, il retrouverait naturellement sa place à l'UMP. Quelle serait sa place aujourd'hui à l'UMP ? Vous savez, c'est une réalité, tout simplement, de la vie du parti et de la droite en ce moment. Si vous venez avec moi dans une des réunions que j'organise, vous sentirez ça tout de suite. Les militants ne sont pas très intéressés par cette élection pour la présidence. Bon, ils ont parfois des préférences entre l'un ou l'autre candidat, mais
majoritairement, à l'immense majorité, leur préférence, toute catégorie, c'est Nicolas Sarkozy. Voilà, c'est une réalité de la droite aujourd'hui. J'ai envie de vous dire, c'est presque une réalité de la France aujourd'hui. Parce qu'au-delà de la droite, moi j'observe que Nicolas Sarkozy reste une référence de la vie politique française, y compris pour la gauche. Alors pas une référence de la même nature, pas une référence forcément positive. Mais regardez François Hollande, avant l'été, il faisait tout par rapport à Nicolas Sarkozy. On a eu l'anti-sarkozysme, il a voulu au mois de juillet défaire ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy, et puis au retour de vacances, il nous a fait une rentrée en nous disant « Maintenant, je ne parlerai plus de Nicolas Sarkozy ». C'est encore une façon de se positionner par rapport à lui. Voilà, Nicolas Sarkozy a beaucoup marqué la vie politique française. Il a un bilan considérable comme président sortant. Il a notamment réussi de grandes réformes qui était attendu en France et en même temps qui inquiétait, dont on ne pensait même pas que notre pays serait capable. Et aujourd'hui, il reste une référence. De quoi est-ce qu'il fera Qu'est-ce qu'il fera de cette position à l'avenir? Moi, je ne veux pas parler pour lui. Je vais vous dire, j'ai toujours entendu Nicolas Sarkozy dire qu'en politique, on ne faisait bien que ce qu'on faisait avec passion. Que les Français voulaient des dirigeants passionnés. Et que d'ailleurs, quand ils sentaient qu'un dirigeant n'était pas complètement investi, ça se passait mal. Et donc, c'est avant tout une question, cette éventuelle nouvelle rencontre entre les Français et lui, ce serait avant tout une question de son désir, sa volonté d'y aller. Voilà, il n'y a que lui qui peut en parler. Nadège Pujac. Alors, Madame Kosciusko-Morizet, vous avez donc à l'UMP un processus d'élection pour la présidence, mais on a vu que pour le Parti socialiste, c'était complètement différent. Martine Aubry avait désigné 2 successeurs potentiels, Jean-Christophe Cambadélis, qui avait sa préférence d'ailleurs, et Harlem Désir, plus proche du président de la République. Finalement, on a vu que c'était Harlem Désir qui avait été désigné. Est-ce que cette façon de faire vous choque ? D'abord, moi je trouvais que le meilleur moment, c'était le mercredi matin, quand sur les ondes, j'ai entendu Harlem Désir va être élu premier secrétaire du Parti socialiste. J'ai trouvé ça génial. Je pensais qu'à part en Union soviétique et peut-être en Chine, on ne pouvait pas entendre Monsieur X va être élu président de ceci. Ça, j'ai trouvé ça grandiose. Surtout que ça s'est passé après une nuit de tractation, on le sait, dans laquelle François Hollande a énormément pesé. Alors moi, je vous rappelle la grande tirade, vous savez, de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle. Moi, président, je ne me mêlerai pas de la vie de mon parti politique, je ne serai pas le chef de la majorité, etc. Et bien là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un candidat qui était le candidat de Martine Aubry, de Jean-Marc Ayrault, qui s'appelait Monsieur Cambadélis. Assez logiquement, on se disait, ça va être lui, il est le candidat de tout le monde. Sauf qu'il n'était pas le candidat de François Hollande, celui qui ne devait pas peser, vous savez, dans la vie de son parti. Et ben, manifestement, il a pesé un peu. En l'espace d'une nuit, ça s'est retourné. Et donc finalement, ce sera bien le candidat de François Hollande qui sera désigné et non pas élu comme le mot en était abusivement utilisé. J'ai eu l'occasion de le dire hier dans une réunion devant les militants UMP en Haute-Savoie. Vous savez, quand on est chef, qu'on décide de tout et qu'on n'apparaît pas dans l'organigramme, ben ça porte un nom, ça s'appelle un parrain. Alors François Hollande, justement, vous avez déclaré tous les signaux envoyés sont négatifs depuis le début du mandat de François Hollande. Et vous n'avez vraiment rien apprécié, pas même l'interview de dimanche dernier ou la conférence sur l'environnement? En l'occurrence, justement, j'ai fait cette déclaration précisément à propos de l'environnement. C'est-à-dire, c'est une déclaration, on m'en souvient bien, que j'ai fait à propos de la conférence sur l'environnement. On me disait, mais est-ce que vous n'êtes pas satisfaite? Et j'ai dit, moi, je suis satisfaite qu'ils reprennent la méthode du Grenelle. Je voudrais trouver ça plus élégant qu'ils le disent, mais c'est exactement la méthode du Grenelle que j'ai contribué avec Nicolas Sarkozy à inventer, à mettre en place. Je ne vais pas la critiquer, je pense que c'est une bonne méthode. Là où les signaux sont négatifs, c'est pour ce qui concerne la volonté politique en matière d'environnement. Parce que vous savez, l'environnement, ça ne se fait pas facilement. Voilà, les politiques environnementales, elles ne se font pas facilement. Ça heurte des intérêts, parfois des intérêts puissants. Ça heurte des habitudes aussi, nos habitudes à nous tous. Mettre en place une politique environnementale, c'est transformer la société, c'est transformer l'économie. C'est forcément difficile. Et quand le premier... vu avec l'éviction de Mme Bricq, d'ailleurs, de Nicole Bricq, qui, elle, voulait stopper les forages au large de la Guyane. Total est intervenu et finalement, c'est Nicole Bricq qui a été obligée de partir. Elle a été remplacée à ce poste par Mme Bateau, par Delphine Bateau. C'est mon message, c'est que les déclarations en matière d'écologie, c'est vraiment insuffisant.
il y a des intérêts à faire bouger. Et quand le premier signal qu'envoie un gouvernement, c'est qu'il est prêt à débarquer la ministre sous prétexte qu'il y a un lobby qui n'est pas d'accord, eh bien c'est un mauvais signal. Vous savez, quand vous êtes au ministère de l'écologie, toutes les semaines, vous avez des conflits avec des industriels, des groupes d'intérêt. Vous êtes en charge de la sûreté nucléaire, vous êtes en charge de la sécurité industrielle, vous êtes en charge de la politique de l'eau, vous êtes en charge de la politique des déchets. Des conflits, des tensions, il y en a énormément. Il s'agit de les résoudre du mieux qu'on peut. Mais parfois, vous êtes en face de gens qui, s'ils ne sont pas contents, essayent de vous contourner. Ils essayent de vous contourner par Matignon, ils essayent de vous contourner par l'Élysée. Quand le premier message du président de la République, le premier signal, c'est de dire qu'on peut faire sauter la ministre sur l'injonction de l'un ou de l'autre, eh bien, ce n'est pas un bon signal qu'on envoie pour mener à bien une politique environnementale. Maintenant, il y a des choses qui sortent de la conférence environnementale, qui sont des bonnes idées et qui sont d'ailleurs la poursuite du Grenelle de l'environnement. Jean-Marc Ayrault disait, hier, on va lancer le 2e appel d'offres sur l'éolien offshore. Moi, je suis pour. C'est nous qui avons lancé avec le Grenelle de l'environnement le premier appel d'offres sur l'éolien offshore. Il y avait un des sites sur lequel l'appel d'offres n'a pas été fructueux, c'est le Tréport. Il y en avait un deuxième qui était en attente, c'était Noirmoutier. Donc, ils relancent sur le Tréport et Noirmoutier. C'est bien, naturellement. J'y suis favorable, ça s'inscrit dans la suite et c'est bien. Il y a encore un sujet, Madame Kosciusko-Morizet, sur lequel vous êtes d'accord avec le président Hollande, avec en tous les cas ce nouveau Grenelle de l'environnement, comme vous dites, c'est le gaz de schiste. Hein. Vous n'en voulez pas, le gouvernement n'en veut pas non plus, et pourtant il semble qu'on ait beaucoup de gaz de schiste chez nous, dans notre sous-sol. Alors, est-ce que c'est pas un peu dommage de se priver d'une source d'énergie importante qui pourrait être également créatrice d'emplois? D'abord, Nadège Puljac, je trouve que François Hollande aurait pu y mettre un peu plus d'honnêteté intellectuelle. Parce que quand il dit eh bien, je demande à la ministre de l'écologie, avec un air martial et volontariste, de ne pas donner les 7 permis d'exploration de gaz de schiste qui ont aujourd'hui été demandés, vous savez quoi? C'est la simple application de la loi. La loi qui interdit l'exploration et l'exploitation en utilisant la fracturation hydraulique, que nous avons votée et que les socialistes à l'époque n'avaient pas votée. Donc François Hollande nous dit martialement que comme président de la République, il va appliquer la loi. Voilà, ça ne va pas plus loin que ça. Ceci dit, sur le fond, moi, cette loi, contrairement aux socialistes, je l'ai votée et j'y reste favorable. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est une ressource énergétique intéressante, le gaz de schiste. Et c'est vrai que le gaz de schiste, c'est le même gaz que celui que vous trouvez dans les méthaniers qui apportent du gaz des régions productrices. Le produit n'est pas différent. Hein. Le gaz de schiste, c'est exactement le même produit. Le problème, c'est la méthode pour pouvoir l'extraire. On ne pourrait pas réfléchir à un nouveau moyen? Peut-être qu'il n'y a pas que de la fracturation hydraulique, il y a peut-être une autre possibilité. Bien sûr que s'il y a des nouveaux moyens, il faut les regarder. Aujourd'hui, mais il faut avoir le droit de les regarder, parce que là, on a l'impression qu'on a bloqué toute recherche. Non, la recherche sur les méthodes, inventer des nouvelles méthodes, ça relève des industriels, il peut toujours le faire. Aujourd'hui, ce qui est interdit, c'est l'exploration. Pourquoi l'exploration et l'exploitation naturellement? Pourquoi? Parce qu'elle se ferait avec de la fracturation hydraulique. Il faut bien comprendre que la différence entre le gaz qui est présenté, j'allais dire le gaz ordinaire, non, c'est le même produit, mais entre l'exploitation traditionnelle de gaz et l'exploitation gaz de schiste, c'est que l'exploitation traditionnelle de gaz, c'est une poche de gaz. Donc vous forez à la verticale, vous mettez le tuyau, je vous le résume, hein, dans la poche, et puis vous pompez la poche en fait. Le gaz de schiste, c'est du gaz qui est enfermé dans la poche, enfermé dans la roche. Donc pour aller le chercher, il faut exploser la roche. Voilà. Ça nécessite aujourd'hui, la méthode avec laquelle on le fait, c'est la fracturation hydraulique, c'est-à-dire qu'on envoie à très haute pression de l'eau avec des produits chimiques dedans et du sable, des produits chimiques pour fluidifier l'eau, parce que l'eau n'est pas assez fluide, vous savez, il y a des choses qui sont plus fluides que l'eau, et on explose la roche pour pouvoir récupérer le gaz. Ça veut dire, d'abord il faut le faire tous les 300 ou 400 mètres, parce qu'il y a des problèmes de pression, donc il faut le faire très régulièrement. On utilise énormément d'eau, on utilise de l'eau mêlée de certains produits chimiques, et on bouscule, on le sent bien, assez fortement le sous-sol. Voilà. Et bien les pays qui s'y sont lancés ont subi plusieurs problèmes, des problèmes de pollution de l'eau, des problèmes de mini-tremblements de terre. Vous savez, quand une nappe est polluée, elle est polluée pour longtemps. Voilà, c'est ça, moi, la précaution à laquelle j'appelle. Alors, on va accélérer un tout petit peu, si vous voulez bien, parce qu'on a beaucoup de questions encore à vous poser. Un mot sur la morale laïque. Vous avez signé dans Le Monde de samedi dernier, d'hier,
un article sur la morale laïque de Vincent Payon. Vous dites en même temps, j'avoue qu'on a du mal à savoir quelle est exactement votre position là-dessus, parce que vous dites en même temps que c'est une proposition bancale et scolairement contestable, et en même temps que l'intention est louable. Oui, l'intention est louable, bien sûr, parce que on l'entend bien dans l'oreille, on se dit il y a de plus en plus de jeunes qui n'ont pas beaucoup de principes et l'école va participer à leur donner des principes. C'est ça qu'on entend. Et qui pourrait être opposé à ça? Bien sûr, on est pour. Là où la démarche me gêne, c'est que je pense qu'elle n'est pas assez réfléchie. D'abord, dans les termes morale laïque. C'est quoi la morale laïque? Il va falloir se mettre d'accord. Est-ce qu'il s'agit de mettre en avant finalement les 10 commandements dans une version laïcisée? Bon, tout le monde, tu ne tueras point, tout le monde est d'accord et c'est bien. Mais est-ce que ça va être ça? Est-ce qu'il s'agit de faire un cours transversal entre la philosophie, l'histoire et sur le sens du vivre ensemble? Et à ce moment-là, on va assez vite tomber dans l'instruction civique. Donc ce que je dis, c'est que c'est agréable à l'oreille. Et bien sûr, on se dit ça, c'est une initiative positive parce que il y a beaucoup de jeunesse qui manque de principes. Favorable à cette Mais bien sûr, parce que on dit voilà, il y a pas assez de principes. Il y a des jeunes qui n'apprennent pas tout ce qu'il faudrait en matière d'éducation à la maison, et c'est bien que l'école puisse suppléer. Donc on entend ça, et en même temps, moi je trouve que le projet n'est pas clair, et dans son manque de clarté, il va pas nous permettre d'avancer. Il ne va pas nous permettre d'avancer parce que aujourd'hui, finalement, ce qui serait bien, ce serait de pouvoir mettre du sens dans les enseignements qui existent et du sens qui soit porteur de ces principes-là. Le cours sur la morale laïque, personne ne comprend bien ce que ça va être. Alors, à propos de morale, Monseigneur Barbarin s'est positionné contre le mariage homosexuel. Joël Mergui, président du consistoire, lui, il est réservé. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'était hier dans Le Monde aussi. Un article de M. Mergui dans Le Monde, il est réservé. Je voudrais savoir, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, moi, je trouve que tout ce qui participe de la légitimation au regard de la société de l'amour homosexuel doit pouvoir être entendu, pris en compte. C'est-à-dire que je comprends bien que la simple célébration du Pacs au greffe du tribunal, il y a une contradiction dans les termes, vous voyez, la célébration du Pacs au greffe du tribunal. Je comprends bien qu'on ait envie de plus que ça et d'une reconnaissance qui soit plus complète devant la société de l'amour homosexuel. Ce qui me gêne, c'est que le mariage en France emporte la filiation, la parentalité et l'adoption. Et ce qui me gêne notamment, c'est la filiation. Parce que je trouve que le parcours adoptif est déjà très compliqué en termes identitaires. C'est pas simple, si vous voulez. C'est pas simple pour les parents adoptants, c'est pas simple pour l'enfant adopté. C'est quelque chose à réussir. Et ajouter des questionnements, parce que qu'on le veuille ou non, dans notre société, ça reste un questionnement sur l'identité sexuelle, c'est rajouter des choses. Donc je ne suis pas favorable à l'adoption. Notamment dans sa partie filiation. L'idée d'inscrire dans la loi qu'on peut avoir 2 papas ou 2 mamans, je suis vraiment réservée. Et j'ai une critique à l'égard du gouvernement à cet égard, c'est que je trouve que en faisant un paquet, en présentant ensemble la question de l'union et la question de l'adoption, eh bien, il ne se donne pas les conditions d'un débat serein. Je pense que... Oui, parce qu'elles sont liées, ces deux questions. Oui. Elles sont liées, mais il y a des pays dans lesquels les choses ont été organisées autrement. Alors, si j'ai bien compris... doit s'articuler le débat? Parce que bon, c'est un problème de morale, on en parlait tout à l'heure, c'est un problème de société, c'est pas un problème politique. Est-ce que vous acceptez l'idée que ça doit être comme ça, avec... est-ce que ça n'est pas un débat transversal qui traverse les partis, qui doit traverser les partis, qui doit faire l'objet d'un débat national? C'est un débat qui doit traverser les partis sans aucun doute, bien sûr. Et d'ailleurs, le fait est qu'il traverse les partis. C'est-à-dire que quand vous parlez avec les uns et les autres, vous vous rendez bien compte qu'à l'intérieur des différents partis, il y a différentes sensibilités. Et c'est très naturel parce que c'est un sujet très compliqué, c'est un sujet de société, c'est un sujet qui pour certains peut trouver des résonances personnelles. Donc c'est naturel qu'il y ait des points de vue différents. Moi, ce que je regrette,
c'est que et on en a eu l'écho récemment, les médias s'en sont fait l'écho. Il disait que Christiane Taubira avait accéléré à la demande de Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, l'annonce du lancement de la loi pour des raisons politiques, parce que la situation économique était tellement dégradée que finalement, ça pouvait être intéressant d'ouvrir un nouveau front et d'ouvrir sur des questions de société. J'ai entendu ça chez vos collègues d'Europe 1 mardi et de France Inter mercredi. Si c'est avéré, c'est vraiment mal, si vous voulez, c'est vraiment pas bien. C'est des sujets de société. Pour en revenir à ma question d'origine, donc vous êtes plutôt défavorable au mariage homosexuel parce qu'il entraîne l'adoption? Mais je serais favorable à ce qu'on puisse avancer sur la question de l'union, mais dans la présentation actuelle, dans laquelle l'union est associée à l'adoption, n'étant pas favorable à l'adoption et notamment étant très réservée sur la question de la filiation de papa, de maman, oui, j'émets une réserve. Et est-ce que vous croyez que chaque parlementaire doit voter le texte de loi qui sera présenté selon sa conscience ou bien suivre les consignes de son parti? Sur un sujet de ce genre, moi je préférerais que chacun prenne sa liberté de vote, si vous voulez. Je trouverais ça plus... je trouverais ça mieux, voilà, plus adapté à la réalité du sujet. Mais je veux vous dire, Nadège Puljac, que quand je critique la démarche du gouvernement, je suis en plein dans le sujet, parce que la démarche du gouvernement empêche d'avoir un débat serein qui serait forcément séparé sur la question de l'union et sur la question de l'adoption. La démarche du gouvernement de vouloir accélérer les choses, et je le dis, certains de vos collègues disent que c'est pour des motifs politiciens, parce que la situation économique est telle qu'il faut trouver des motifs de détourner l'attention, eh bien, je trouve que ça, c'est vraiment pas bien. Nathalie Kosciusko-Morizet, il nous reste 3 minutes sur ces cours, parce que sur le plan international, il se passe beaucoup de choses, et les derniers jours ont été marqués par une montée des violences, l'assassinat de l'ambassadeur américain en Libye, les manifestations autour d'un film dont on ne sait pas grand-chose. C'est quoi? C'est une provocation? C'est une manipulation? À l'origine de ce qu'on en voit, je dirais que c'est une provocation stupide qui déclenche une vague de haine et de violence inacceptable. Et oui, la provocation est stupide, oui, c'est une provocation. Rien ne justifiera jamais une violence de la nature de ce qui s'est fait et ce qui peut-être est en train de se faire, parce que les choses ne sont pas complètement éteintes. Je pense bien sûr à l'assassinat d'un ambassadeur avec un certain nombre de personnels d'ambassade, mais je pense aussi à des violences dans les capitales du monde entier qui ont entraîné, je n'ai pas le compte en tête. Mais justement, quand on voit ce qui se passe à Benghazi aujourd'hui, alors on a eu raison ou pas d'y aller? On a eu raison ou pas de faire cette guerre pour aider les Libyens à se débarrasser de Kadhafi? Moi, je pense qu'on a eu raison. Et ça a été vraiment la politique de Nicolas Sarkozy. Ça a été un grand changement dans la politique, de la diplomatie française. Je pense qu'on a eu raison de sortir de cette logique dans laquelle on était depuis des décennies, qui était une logique ancienne, qui tendait à privilégier la stabilité, fût-ce au prix des dictatures. Parce que c'était ça, la politique française, notamment sur le continent africain. C'était parfois, il vaut mieux la stabilité, même si le régime n'est pas très recommandable. Et il y a un moment où cette politique-là, on l'a bien vu, elle s'est essoufflée. Elle s'est essoufflée en Côte d'Ivoire, quand Nicolas Sarkozy a voulu aider à valider, en fait, à porter au pouvoir celui qui avait été choisi par les urnes. Ouattara, ça s'est essoufflé au Maghreb. C'est cette intervention en Libye, elle était la suite logique de ça, et je pense que c'est bien que la France ait changé d'attitude. Après, ça ne veut pas dire que c'est gagné, et ça pose la question aujourd'hui de notre attitude vis-à-vis de ces démocraties naissantes. Alors, et comment on fait pour les aider? Est-ce qu'on est en recul aujourd'hui par rapport à la politique que vous avez menée? Est-ce que vous êtes aussi sévère sur la politique étrangère de François Hollande que vous l'êtes sur la politique intérieure? Je trouve que la France n'est pas très audible aujourd'hui, tout simplement. C'est-à-dire qu'un des acquis de la politique de Nicolas Sarkozy, c'est que la France avait infléchi sa position. Voilà, on arrête de soutenir les dictatures sur le motif de la stabilité, et qu'elle avait acquis une lisibilité, une crédibilité aussi. Parce que vous savez, la diplomatie, ça marche quand on peut montrer un peu les crocs. Voilà, c'est ça le sens aussi de pouvoir dire on n'exclut pas l'intervention militaire. Mais donc je trouve que là, oui, la France apparaît en retrait aujourd'hui, et je dirais qu'il y a des choses
à redéfinir, et notamment, je reviens sur le soutien à ces nouvelles démocraties. C'est très important aujourd'hui qu'on puisse réfléchir, avoir une politique visible, compréhensible sur ce que c'est et ce que sont les conditions de ce soutien aux nouvelles démocraties. Moi, j'ai fait campagne, on parlait de la présidence de l'UMP, sur le thème de la réciprocité. Je trouve qu'on ne met pas assez de réciprocité dans nos politiques. Il faut aider totalement ceux qui sont en accord avec nos principes. Le pape a porté au Liban un discours très fort sur les chrétiens d'Orient, sur la protection des chrétiens d'Orient. Il faut dire clairement quels sont nos principes, ce que nous demandons aux pays que nous aidons, et à ce moment-là, il faut les aider totalement. Nathalie Kosciusko-Morizet, vous savez que cette émission doit avoir une audience particulière puisque nous sommes à la veille de la nouvelle année juive 5773. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à nos auditeurs pour cette nouvelle année? Écoutez, on souhaitera tout simplement Shana Tova, et je souhaite à chacun d'être inscrit sur les livres de vie. Le livre de la vie, car il y en a qu'un. Le livre de la vie. C'est entendu.